bien? Oui. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une traduction en italien? C'è bisogno di una traduzione in italiano delle risposte, anche delle domande? N'hésitez pas. Sì, facciamo... Aucune traduzione, nessuna traduzione è necessaria. Donc tout le monde parle français. Tout le monde pense. Se no mi metto accanto a voi e... Sinon, Justine può andare vicino alle gente che parlano italiano per... Mi metto qua e così faccio la traduzione. Sì, va bene. Mi metto accanto. Se c'è bisogno per l'italiano posso andare c'è un corner italiano. Bonsoir à tous. Quelques petits mots pour lancer. Donc, bienvenue ici donc, à l'Institut français. Donc pour la présence de Asma Malla qui a écrit donc qui a traduit enfin dans le livre Technopolitique qui a été récemment traduit en italien. Il est sorti en France il y a quelques temps. Alors, on a, nous, ici, à l'Institut français, comme beaucoup d'institutions, abordé la question de l'intelligence artificielle. Comment ne pas le faire? Simplement, c'est une montagne un petit peu compliquée, ce thème, mais on l'a abordé par différentes faces, par le biais, par exemple, du cinéma, de l'industrie cinématographique, pendant le festival France Odéon. On l'a aussi abordé avec Alain Damasio sous un angle, on va dire, plutôt de la création artistique et littéraire. On l'a abordé aussi sous un angle, on va dire de réflexion intellectuelle récemment avec Alexandre Geffen, dans un cadre un petit peu particulier. Et puis donc aujourd'hui, avec Asmala, c'est un petit peu la façade justement politique, les conséquences politiques de l'émergence de ce nouvel acteur qu'est l'intelligence artificielle. Je remarque d'ailleurs, en lisant votre livre, qu'il fait quelque part écho à ce qui a pu écrire il y a déjà quelques temps un local de l'étape, c'était Giuliano d'Ampoli, qui a écrit Les ingénieurs du chaos, ça fait déjà maintenant quelques années, et qui est également une première réflexion assez différente de la vôtre, mais assez complémentaire sur, disons, les conséquences dans le monde politique de l'émergence de ce nouvel acteur. Voilà, donc je n'en dis pas plus long, c'est Nicolas Léger, que certains d'entre vous connaissent, je crois, qui travaille, entre autres, au lycée français, au lycée Victor Hugo de Florence, mais aussi pour la revue Esprit et pour d'autres revues, qui donc ce soir travaillera avec Asma pour traiter le sujet. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Alors, bonsoir. Donc, je vous présente, vous êtes chercheuse à l'HESS à Paris, et donc vous êtes autrice, auteur de l'ouvrage Technopolitique, donc qui est traduit en italien. Alors, c'est un ouvrage qui est très très riche et très dense. Donc, au cours de cette rencontre, on va essayer de parcourir les lignes principales de cet ouvrage. Et il est très très intéressant puisqu'il commence par une réflexion qui consiste à souligner qu'il faut changer nos manières de penser, de concevoir l'État, la politique, la société, l'individu. C'est-à-dire que le numérique n'est pas un simple bouleversement technologique comme les autres, c'est une révolution complète, un bouleversement complet de qui nous sommes, de ce que nous devenons. Et je trouve que la lecture de cet ouvrage est assez enthousiasmante puisque déjà elle défait une inquiétude. C'est-à-dire qu'elle montre qu'il est normal de s'inquiéter, de se préoccuper, que nous sommes à un moment qui est aussi intellectuellement enthousiasmant, puisqu'il y a des concepts, des réflexions à créer, mais il y a aussi une vigilance à avoir. Et face à cette prospective, ce qui est intéressant également, c'est que vous observez, vous faites le paysage de l'univers technologique, de Big Tech, comme vous appelez, on va en parler, on va voir un peu les concepts que vous développez. Et donc au fil de cette rencontre, je pense qu'on va passer de cas très concrets, de nos pratiques, nos téléphones qui sont dans nos poches,
des ordinateurs que nous utilisons à des choses plus conceptuelles sur la question de la démocratie et de l'État. Et donc, notre actualité, ce n'est pas notre futur, c'est notre présent, c'est l'intelligence artificielle. Donc, peut-être pour commencer très simplement, vous évoquez, et c'est ça aussi qui fait la singularité de votre livre, vous montrez que les entreprises de la Silicon Valley, celles que nous connaissons, Meta, X de Musk, ne sont pas simplement des entreprises de technologie, ce sont aussi des structures économiques et des structures idéologiques. Et ça, je pense que ce soir, ça va être la grande conversation, puisque ça traverse la question de l'Union européenne et le monde entier actuellement. Voilà, la dimension idéologique nous a sauté au visage ces derniers mois, et je pense qu'il sera très très intéressant de venir là-dessus. Et donc peut-être je vais commencer par une question large et assez vaste, mais vous parlez du concept de technologie totale. Voilà. Ah oui, on commence par le... On commence par... Ou alors, si vous voulez, on peut commencer par une entrée plus... Ah non, ça va très bien. Voilà, mais juste présenter ce que vous entendez par technologie totale, ce qui nous permettra peut-être après de faire des cas particuliers. J'y vais avec... Merci beaucoup Nicolas pour la question très ambitieuse. Le projet de technologie totale, enfin, que je nomme comme ça, c'était l'idée de dire... Alors, plusieurs choses. La première chose, je vais aller étape par étape, comme ça je ne perds personne dans le raisonnement. La première chose, c'est de dire que, les outils que vous avez dans votre poche, que vous utilisez certainement tous les jours, plusieurs fois par jour, les réseaux sociaux, les systèmes d'intelligence artificielle générative, ou pas, ou autres, toujours au pluriel d'ailleurs, l'IA ne veut rien dire en soi, hein. C'est toujours des systèmes algorithmiques et demandez-vous toujours de quelle nature ils sont, pourquoi faire, et on n'a pas du tout les mêmes enjeux éthiques et politiques, mais je n'oublie vraiment pas la question, mais j'en profite. Des logiciels par exemple de reconnaissance faciale ne vont pas du tout avoir les mêmes questions politiques, morales, éthiques, un système d'IA générative, ou l'IA appliquée en santé, ou etc. Donc demandez-vous toujours de quel système on est en train de vous parler. Le terme générique en fait est trop abstrait, donc ne permet pas d'attraper, donc participe aussi parfois à cet effet de sidération de dire c'est un truc énorme, etc. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui était mon constat à moi initial, c'est que j'ai été très très frustrée ces dernières années en France dans la façon dont le débat public était posé et auquel on me demandait parfois de participer, parce qu'un coup c'était ChatGPT, puis un coup, et encore avant c'était le métavers, et puis quand Elon Musk faisait des trucs, alors il fallait commenter Elon Musk et Starlink, puis après c'était X et Twitter et Meta et je sais pas quoi, ou Instagram, et donc la question des réseaux sociaux. Donc à chaque fois vous aviez comme ça une espèce d'hystérie collective qui durait quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et où on demandait à des experts de venir dérouler un prêt-à-penser, et qui ne m'a jamais intellectuellement satisfait. Et je me suis demandé pourquoi le débat public était si indigent sur les questions technopolitiques. Pour une raison, je crois, très simple, c'est qu'en fait, on les prend en silo, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une actualité chaude, à partir de laquelle, donc vraiment un fait, une news brûlante qui va durer quelques heures, à partir de laquelle on va tricoter artificiellement une pseudo-réflexion, mais vraiment sur l'objet. Donc, je vous dis, c'est un coup, c'est Elon Musk qui a fait ci en Ukraine, et donc, ça ne participe que très rarement à une pensée systémique, à une pensée globale. Or, la question de l'IA, la question des réseaux sociaux, etc., ce sont des enjeux qui sont globaux et systémiques parce que ce sont des infrastructures. Ce qu'il faut absolument avoir en tête, ce ne sont pas des outils, ce sont des infras. Et par ailleurs, quand on vous dit l'économie numérique, technologique, digitale surtout n'utilisez vraiment jamais ce mot, on pourrait revenir d'ailleurs sur la différence entre numérique et technologie, mais ce sont des hyper-industries, ce ne sont pas du tout des économies virtuelles dans le cloud qui n'ont aucune matérialité, au contraire. Et d'ailleurs d'un point de vue géopolitique, c'est bien cette matérialité-là, le hardware, les semi-conducteurs, vous savez, les petites puces qui permettent les puissances calculatoires des systèmes d'IA, etc., qui aujourd'hui cristallisent une partie des tensions géopolitiques. Donc on est sur des choses très hard, et pas du tout du soft, et de l'ésotérique, et du virtuel, et de la noosphère, et de je ne sais quoi. C'est très très ancré dans la matière, et même dans les ressources d'ailleurs.
Donc ce sont des infrastructures. Et puis après, je suis allée un peu plus loin en disant, mais en fait ce sont des infrastructures d'utilité publique. Un réseau social, c'est d'abord et avant tout un espace public. Et avec d'ailleurs des codes différents. Il y a une horizontalisation de la parole, tout le monde peut y participer d'une façon ou d'une autre, mais selon des règles particulières, le pseudonymat, et non pas l'anonymat, par parenthèse, donc c'est pas exactement comme la rue ou l'espace public traditionnel, mais quand même si. Et donc, si on continue à aller plus loin dans le raisonnement, il y a un autre problème. C'est que ces infrastructures d'utilité publique, elles sont privées. Elles appartiennent à quelques-uns, mais littéralement quelques-uns. Vous pouvez les compter sur les doigts de deux mains, et je suis généreuse. Et puis ils sont tous dans le même groupe vers la Silicon Valley. Alors maintenant, ils se sont tous plus ou moins délocalisés. Enfin, ceux qui penchent vers l'extrême droite, MAGA, alt-right, sont villes américaines, mais ils sont de moins en moins sur la côte ouest. Mais, donc, vous avez des infrastructures d'utilité publique, à partir desquelles se déploie le fait politique, le fait social, le fait militaire. Starlink en Ukraine, Jupiter en Ukraine, Palantir en Ukraine, c'est la guerre, ce sont des champs de bataille très concrets, cinétiques. Et donc, infrastructures publiques qui sont pourtant la propriété de quelques-uns qui par ailleurs sont en train de plus en plus d'assumer un agenda idéologique qu'on peut qualifier de, parfois, selon vos valeurs et vos penchants, mais que moi en tout cas je qualifie d'extrêmement problématique. Donc à partir de ce moment-là, nous avons là un problème. Et c'est là où j'en viens à la question de la technologie totale, mais j'avais besoin de dérouler tout ça pour qu'on se suive. Ils n'ont pas un espace, ils n'ont pas une infrastructure. Le modèle économique des méta-plateformes et de ces méga-corporations sont en fait ce qu'on appelle les effets de réseau, le winner takes all, c'est-à-dire que par un effet de boule de neige, elles vont concentrer en fait les usages et nos usages. Et par ailleurs, par aussi des effets de croissance externe, vous allez avoir comme ça des méta-plateformes qui vont avoir un certain nombre d'interfaces, d'applications, d'outils dont elles vont être propriétaires. Je prends le cas de Elon Musk, mais on pourrait avoir le même raisonnement avec Google, avec Meta ou même avec Microsoft. Il a quoi, Elon Musk? Il a, écoutez bien, le réseau social X qui est devenu une espèce de caisse de résonance et de rouleau compresseur idéologique. Je n'impose pas de jugement. Le fait est que c'est une caisse de résonance idéologique dans laquelle l'algorithme en fait façonne un débat public et façonne même un certain rapport au monde. Ça, c'est la première chose. Mais il n'a pas que ça. Il a aussi les implants cérébraux, Neuralink. Alors, la promesse initiale, elle est thérapeutique, mais en fait, à la fin des fins, ça peut avoir, à l'avenir, un contrôle sur nos activités cérébrales. Parce que, vu comme on est parti, il y a fort à parier qu'on va quand même les adopter d'une façon ou d'une autre. Je suis assez peu optimiste sur notre capacité de résistance et disons, de rejet d'une forme de progrès technique, et non pas de progrès social, d'ailleurs, ou politique. D'innovation, on va dire. Il y a aussi Starlink, donc tous les outils de connectivité. Et d'ailleurs, il a comme projet de plus en plus manger la chaîne de valeur des opérateurs télécoms avec ce qu'on appelle le direct to cell, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, il va grignoter des parts de marché, donc il n'aura pas simplement votre accès à la connectivité, mais il pourra aussi couper les flux d'informations ou certaines informations, etc. Enfin, vous vous rendez compte de ce que ça suppose. Et dans son intention, il avait dit qu'il avait acheté X Twitter pour en faire en fait une espèce de méga application où, avec un seul point d'entrée, vous avez accès à tous les usages. Donc en fait, il a accès à toute votre vie, à toutes vos données, etc. Le projet de technologie totale, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que par un quadrillage de l'ensemble des usages, quotidiens, professionnels, mais aussi géopolitiques et militaires, par ce quadrillage-là du quotidien, du permanent, eh bien, il y a un projet de domination et de contrôle total. Et la question qui va se poser désormais pour nous tous, c'est quel est en fait l'espace, la distance qu'il nous reste pour passer d'une technologie, disons, totale à une technologie totalitaire. Continuer dans ce panorama qui est malgré tout sombre, mais que je suis entièrement. Donc j'en profite juste pour dire que la revue Esprit va faire ce mois-ci un numéro sur l'IA, et ils ont le même diagnostic que vous. C'est-à-dire, ça me permet d'introduire la notion que vous développez, c'est que c'est une guerre qui est en jeu. Il faut comprendre une guerre au sens propre, puisque, comme vous l'avez dit, actuellement les enjeux militaires, géopolitiques, ou même
en Ukraine, on a bien vu, Musk peut choisir d'éteindre ou d'allumer Internet sur l'Ukraine, ce qui reste un silence militaire fondamental. Il y a aussi l'idée d'une guerre à l'humain, une guerre à l'esprit. Et justement, c'est par rapport à cette notion de guerre que j'aimerais interroger votre approche. Parce que, par exemple, sur l'intelligence artificielle, on l'a vu tous les jours, pour faire simple, il y a cette idée, ce sentiment, chez les enseignants, les avocats, les comptables, nous allons être remplacés. Donc c'est plutôt ce qu'on appellerait une prolétarisation par l'IA. Mais vous ne faites pas le choix d'aborder pleinement cette question de la prolétarisation de l'esprit, mais plutôt d'aborder sur un champ qui serait un paradigme de la guerre et du militaire. Et j'aimerais bien justement que vous développiez, et vous avez déjà commencé à le faire, à quel point nos esprits sont à la fois malmenés, asservis, mis presque en mutilation et en lutte constamment dans nos usages, et sans qu'on en ait vraiment conscience, c'est-à-dire, ça pour le coup, les élèves présents, j'essaie vraiment de leur dire à quel point l'usage du numérique ou d'IA conforme, induit des manières de penser. Et votre livre va encore plus loin parce qu'il montre même que nous devenons des soldats par nous-mêmes, c'est-à-dire que avec ces structures que vous avez décrites, elles pourraient à un moment s'activer et faire de nous des acteurs de propagande, des acteurs dans un conflit, sans forcément que nous ayons la volonté. Donc voilà, donc juste sur cet aspect justement de guerre et de guerre menée à l'individu à l'esprit. Alors, sur la question de la prolétarisation tout court, je ne suis pas économiste, et puis il fallait bien des angles, et puis les livres encyclopédie, je crois que c'est un peu passé de mode, donc il fallait bien que j'axe sur quelque chose, et venant de la théorie politique, disons, j'avais envie de creuser ce sillon-là. Donc évidemment, ce n'est pas un livre où il y a, c'est pas l'IA pour les nuls, hein, ce bouquin, ça n'a rien à voir, c'est vraiment d'essayer de comprendre les nouvelles formes de pouvoir et de puissance, pouvoir n'étant pas forcément la puissance, je reprends la distinction de Raymond Aron de ce point de vue-là, mais les nouvelles formes de pouvoir et de puissance par les géants technologiques, et comment ça redéfinit nos concepts clés, nos concepts cœurs, qui sont en train de s'effondrer et qui vont avoir très vite besoin d'une nouvelle définition politique, qui sont l'état de droit, la démocratie, la souveraineté, ce qu'on appelle un État, ce qu'on appelle une frontière. Bref. Donc c'est tout ça qui est en train d'être redéfini aujourd'hui, ou qui doit être redéfini, et dont on n'est pas du tout en train de... C'est un espèce d'impensé total, et je nous trouve collectivement extrêmement flemmards de ce point de vue-là. Et donc en fait, qui est en train de faire le job? Les géants technologiques, puisque c'est eux qui ont visiblement réponse à tout, et parce que la nature a horreur du vide. Donc sur la question de la prolétarisation quand même, et sur la question du travail, quand je dis nous sommes collectivement flemmards, et puis il y a une partie de responsables qui sont encore plus flemmards que les autres, ce sont nos responsables politiques, tous confondus, de façon totalement agnostique, et tout pays confondu. Donc c'est pas la peine de chercher des noms et des machins, vraiment tous, une espèce de problème générationnel affreux, parce que, en effet, les systèmes d'IA génératifs qu'on est en train de généraliser d'une certaine façon vont d'une façon ou d'une autre produire des gains de productivité, commencent déjà à produire des gains de productivité, pas forcément un modèle économique stable, ils sont plutôt même assez mauvais dans leur rentabilité, mais en tout cas en termes de productivité, il y a un énorme enjeu. Et donc la question de qu'est-ce qu'on fait de tous les gens dont le job va changer, dont le job va disparaître, il n'y a aucune réflexion politique, aucune. Comment on accompagne, qu'est-ce qu'on anticipe, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire de nous tous. On ne peut pas mettre autant de gens, mais sur les 20 prochaines années, sur le bas-côté de la société, c'est impensable. Donc, il y a, ou alors, dites-moi qui a, si vous avez un nom, mais qui a proposé des solutions de ce point de vue-là. Et j'en profite pour dire qu'il y a pourtant des gens qui ont des solutions. Et le premier qui a une solution à cette question, il s'appelle Sam Altman. Sam Altman, c'est le patron de OpenAI qui a donc mis sur le marché ChatGPT. Et l'année dernière, Sam Altman, lors d'une conférence au MIT, s'était vraiment ému et inquiété des impacts de son lien sur le marché du travail. Et après, j'en reviens sur les questions de guerre cognitive, mais j'en profite quand même.
Et il avait dit, oui, donc, écoutez, on va avoir un énorme problème de politique publique, vraiment de tech policy, parce que, en effet, le marché du travail classique ne va plus pouvoir absorber la main-d'œuvre disponible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il a monté tout un système qu'il avait proposé donc, lors de cette conférence, qui est une vieille idée qu'il a remasterisée, qui est celle du revenu universel. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la conclusion, mais comme beaucoup d'autres avant lui, sauf que lui n'est pas, n'est pas un humaniste, on va dire, qu'il fallait distribuer un revenu minimal à tous les gens, à toutes les personnes qui allaient se retrouver un peu hors société, d'une certaine façon, pour assurer une forme de paix sociale, de façon à ce que derrière lui, et les gens technologiques puissent continuer à dérouler tranquillement leur agenda. Donc la question du revenu universel, à l'époque, il y a très longtemps, c'est Benoît Hamon, et puis encore avant, il y avait Bernard Stiegler, il y avait André... Bref, vous avez un certain nombre de philosophes au tournant des années 90 qui avaient commencé à travailler sur cette question-là. Là, ce ne sont plus du tout des philosophes qui en parlent, c'est des gens de la vallée, d'une part, et d'autre part, il avait accompagné ça d'une refonte, une proposition de refonte du système fiscal. Mais Sam Altman, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas ministre du Travail, ni de l'Industrie, ni président des États-Unis, et surtout, la façon dont il redéfinit le contrat social, parce qu'il appelle ça le contrat social, il nous faut redéfinir le contrat social, n'a fait l'objet d'aucune discussion collective. Donc vous avez une espèce de milliardaire de la Silicon Valley qui, pour assurer la pérennité de ses outils et de leur rentabilité, en fait, est en train de proposer de revoir le contrat social tout seul. Et je suis très embêtée du fait que ça ne fasse l'objet, pour le coup, ça, d'aucun véritable débat, ni ici, ni là-bas d'ailleurs. Ça, c'est pour la question de prolétaires, nous autres les prolétaires. Et je dis bien nous et nous tous, y compris les intellectuels, tout le monde. Ça, c'est le premier élément de réponse. Après, sur le deuxième élément de réponse, qui n'a pas forcément de lien direct, une des grandes caractéristiques de ces hyper-technologies qu'on évoquait, l'IA, les réseaux sociaux, demain le métavers, parce que vous verrez qu'il reviendra, etc., c'est qu'en fait, elles sont duales. Par nature, elles sont à la fois civiles et militaires. Un réseau social, c'est un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous informer. Quand il est un peu drôle et marrant, vous pouvez aussi stalker, prendre des nouvelles de vos amis, de vos proches, draguer, bref, vous amuser, respirer, regarder des trucs débiles, idiots, sympas, intéressants, peu importe. Donc un réseau social, c'est quelque chose que vous allez consulter plusieurs fois par jour. Il est dans votre téléphone, donc il est dans votre poche, parce que c'est ça qui vous donne accès à cet espace. Mais idem pour les systèmes d'intelligence artificielle générative, etc. Le problème, c'est que ces mêmes outils-là sont militarisés. Dans le cyberespace, vous avez aujourd'hui, ou plutôt le cyberespace est devenu le 5e domaine de la conflictualité. Les 4 premiers, vous les connaissez tous, les domaines de la guerre, c'est terre, air, mer, espace. Donc le 5e, c'est le cyberespace. Le cyberespace, c'est ce qu'on va appeler les conflictualités hybrides, les guerres hybrides. Et l'une de ces guerres hybrides s'appelle les luttes informationnelles. Ce sont les luttes informationnelles. Autrefois, ça n'a rien de nouveau, mais autrefois, on appelait ça la propagande. À la différence près que par les réseaux sociaux, plus par les systèmes d'IA génératifs, donc qui vont générer du deepfake, des vidéos, des contenus presque sans couture, c'est-à-dire assez sophistiqués. Sur ce continuum-là, où le faux peut devenir tout d'un coup performatif, vous avez une espèce d'industrialisation et de massification, en fait, de ce qu'on va appeler la désinformation, la mésinformation, les fake news, mais les fake news, c'est déjà de très vieille génération, etc. Bon. Donc, vous vous rendez bien compte que en utilisant un réseau social, par exemple, vous pouvez à la fois l'utiliser à titre personnel pour vos loisirs, mais qu'en même temps, c'est un espèce de guerre invisible. Et c'est cette dualité-là qui me fait dire donc que, comme c'est double usage, eh bien nous-mêmes devenons donc à double usage. Quand vous utilisez ces outils-là, vous n'êtes pas que des consommateurs ou que des utilisateurs. Vous êtes donc des cibles, tous potentiellement.
nous sommes tous potentiellement des cibles. Je ne sais pas si vous avez suivi TikTok en Roumanie. TikTok, le réseau d'origine chinoise qui avait à un moment donné vraiment hystérisé les États-Unis, au point où le patron du FBI avait dû faire une audition, je crois, devant le Congrès en expliquant qu'en fait c'était un outil de cyberespionnage chinois. On n'a jamais réussi à avoir le chemin de preuve, hein, ce qui est toujours un peu embêtant quand on est dans un état de droit, mais toujours est-il qu'il y avait de très fortes, disons, un très fort soupçon de la part de l'administration américaine sous Trump, puis sous Biden. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trump 2, lui, maintenant, adore TikTok. Parce qu'il s'est aperçu que dans la balance, dans l'arbitrage, sécurité nationale, qui est pourtant une religion aux États-Unis, c'est vraiment le dernier des tabous. Personne ne peut porter atteinte au totem sécurité nationale aux États-Unis. Mais pourtant, Trump, qui casse à peu près tous les codes, a fait cet arbitrage-là. Donc l'arbitrage est le suivant. Sécurité nationale de sa patrie, de sa nation, versus utiliser TikTok pour aller, disons, recruter des jeunes cibles, des adolescents, les futurs électeurs, etc. Son arbitrage a été très très vite fait, et le jour de son investiture, on lui demande alors qu'est-ce que vous allez faire sur TikTok, monsieur le président, puisque en 2019, c'est lui qui avait commencé, qui avait lancé, disons, la guerre contre TikTok. C'était son administration, bien avant donc Biden. Et il a dit, non mais TikTok, c'est un super outil, c'est là où sont mes jeunes. Vous voyez comment les choses sont redéfinies sous Trump. Mais donc, un réseau social, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un outil de recrutement politique, c'est un véhicule idéologique, c'est un espace de guerre informationnelle, et c'est aussi un espace de loisir. C'est tout ça à la fois. Et donc, vous êtes à la fois utilisateur, mais aussi potentiellement une cible, mais une cible de vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas forcément qui, parce que c'est subliminal, parce que c'est pas clair, parce que ça peut être très sexy. Et donc, fatalement, si vous êtes une cible, c'est qu'il y a tout un travail à faire, de nous, tous, ensemble, pour que chacun ait conscience de l'ensemble de ces enjeux, des implicites, des techniques invisibles, et c'est ce qui ferait de vous donc, non pas une cible, mais ce que j'appelle un soldat ou un cybercombattant. Et c'est ça qui est absolument fondamental, ou un des changements de paradigme. Vous allez finir par vous y habituer, et je sais que c'est un discours un peu neuf, mais vous allez vous y faire. C'est que le paradigme du XXe siècle, paix, guerre, c'est terminé. Là, on est dans des zones grises permanentes qui sont ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix. Et il va bien falloir s'habituer à vivre dans cette hybridation et dans ce gris, et dans cette nuance, ou ces 50 nuances de gris, j'ai envie de vous dire. Simplement, elles sont beaucoup moins sexy. Parce que là, ce que vous évoquez me fait penser que le ministère de la Défense donc, a invité des auteurs de science-fiction, des chercheurs, la Red Team, ça s'appelle, donc vous pouvez aller sur Internet, on s'appelle Red Team, ministère de la Défense, de simulation. Et c'était déjà un enjeu il y a 4-5 ans. Comment fait-on en cas de crise, de pandémie, de guerre, pour s'assurer qu'il y ait une communauté, une cohérence informationnelle avec des individus qui s'informent sur des canaux différents et qui sont susceptibles d'être manipulés. Et ce qui est intéressant, c'est que le Covid est arrivé après, et on a vécu déjà une expérience parfois d'opposition, de défiance, de méfiance et de cacophonie informationnelle. Et donc effectivement, là c'est pas une prospective du futur, finalement on l'a déjà vécu, et ça se redessine. Et ça m'amène justement à cet autre point clé dans votre ouvrage et dans la réflexion sur l'IA, qui est celui de la démocratie. Parce que notre époque est quelque chose d'inquiétant, mais aussi d'enthousiasmant, puisque quelque part, des voiles se sont levés, des masques sont tombés. Et là, je pense par exemple, on peut prendre Musk comme exemple, il y en aurait plein d'autres, on se rend compte quand même qu'il y a eu un grand storytelling, un grand récit qui était que la technologie est un outil au service d'usagers. Puis, il y avait une neutralité technologique, hein, l'outil, ça sera bien selon ce que vous en faites et mal selon ce que vous en faites. Puis il y a eu l'explicitation politique. Musk a soutenu explicitement Trump. Et donc, et ça dans votre livre, vous l'explorez, et on voit déjà qu'il y a quand même des idéologies très fortes. C'est-à-dire, ne serait-ce que, sans forcément entrer dans gauche, droite et tout ça, une conception du politique, par exemple, qui est un processus. Vous pourrez calculer, prévoir, algorithmer, alors que la démocratie, notamment en Europe, est conçue sur la délibération,
l'erreur, le débat, Consensus. le consensus et aussi la précarité. C'est-à-dire que une décision peut être toujours remise en débat dans un parlement, alors qu'eux voient plutôt des problèmes, j'ai envie de dire, comme un informaticien, c'est un truc à résoudre, définitivement au mieux. Et là, notamment, il y a eu aussi cette espèce de nouvelle fonction politique un peu hybride, parce que Musk n'est pas ministre, il intervient dans une agence de gestion, de coupure de budget ou aussi de management. Donc moi, la question, ce sera la question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans nos démocraties, est explicitement et clairement menacé. Et j'ajoute une question corollaire, c'est que aussi quelque chose qui est vécu notamment en Europe, c'est qu'on a toujours l'impression d'arriver après coup, de vouloir réguler les technologies, mais il est déjà trop tard. C'est-à-dire que les effets sont là, et c'est comme si on avait une sorte d'aporie ou d'inefficacité politique à parvenir à réguler, ralentir les phénomènes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. La première, donc, les géants technologiques, Musk, mais aussi Zuckerberg. Vous avez vu tous les géants technologiques alignés en rond de flanc lors de l'investiture, ce qu'on a appelé un peu rapidement, et je trouve un tout petit peu à tort d'ailleurs, la oligarchie. Donc c'est les brothers, les frères quoi, de la Silicon Valley, et en oligarchie. Je trouve que c'est pas exactement ça, mais bon. Et donc il y a un alignement très clair des agendas, disons, MAGA ou extrême droite américaine, réactionnaires, bigotes, souverainistes, etc. Et avec les géants de la Silicon Valley. Le problème, c'est que vous l'avez compris maintenant, ce sont les propriétaires de nos infras. Et quand je dis nos, c'est nos, c'est-à-dire y compris nous en Europe, puisque pendant 40 ans, on a donc accusé 40 ans de retard, où on a importé, utilisé les infrastructures américaines, parce que à l'époque, on ne voyait pas le problème. Et il ne s'agit pas de se flageller. Je ne suis pas du tout partisane des gens, par exemple en France, qui s'autoflagellent en disant oui. C'est vrai, on a eu 40 ans, on accuse 40 ans de retard, 40 ans d'absence de vision industrielle, car ce sont des industries. Mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on n'avait pas construit l'Europe ou l'Union européenne pour ça. Il n'a jamais été question au départ de construire une Europe puissance. C'est un concept qui est relativement nouveau, hein, très nouveau même. L'idée de l'Union européenne, c'était sortir du trauma de la Seconde Guerre mondiale et de ne plus jamais revivre ça. Donc c'était trouver une façon de garantir la paix, c'est-à-dire d'arrêter de se mettre des horreurs les uns sur les autres. C'était ça l'objectif. Et la réponse immédiate qu'on a trouvée, c'est le libre marché. Donc la liberté d'expression, pas la liberté d'expression, la liberté des marchandises, la circulation des marchandises, des gens, etc. Bon, des citoyens, ça. Donc on a trouvé cette façon d'essayer de ne pas revivre ce qu'on avait vécu dans les années 40. Ce faisant, on n'a pas du tout anticipé la question industrielle. Pire, après 1989, donc 1989, chute du mur de Berlin. À peu près à ce moment-là, vous avez un historien Fukuyama qui va nous expliquer que c'est la fin de l'histoire, à comprendre comme en fait, il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus d'opposition idéologique entre deux visions du monde et deux alternatives, mais il y a bien plus qu'un seul modèle possible, qui est en fait le libéralisme, ou la démocratie libérale. Et là, on va démarrer une espèce de très grande phase qu'on va enrobé d'un récit qui s'appelle la mondialisation heureuse. Et je vous dis bien que c'est un récit, c'est un narratif. Il n'y avait rien de véritablement robuste dans cette idée-là. Mais l'intention des États-Unis, en tout cas à ce moment-là, c'était de dire le monde est un village, on va tout ouvrir, on va tous commercer ensemble. Bien sûr, autour du dollar et autour de l'ordre libéral américain, évidemment. Enfin, de toute façon, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde disait que Trump c'était une nouvelle ère, parce que de toute façon, ça a toujours été pour et par les États-Unis, avant ou après Trump. Mais bon, la forme est claire et clairement change, mais en réalité, le fond, pas tellement. Donc, mondialisation heureuse, ok ? L'Europe part là-dedans,
très naïve d'ailleurs, très naïvement, et puis les États-Unis étaient notre allié, notre sauveur, enfin, tout ça fonctionnait à ce moment-là, et elle va se mettre à désindustrialiser assez massivement, il faut dire. Et donc, et je termine juste sur les conjonctions. Au même moment, donc dans les années, deuxième moitié des années 90, vous allez avoir Bill Gates, qui est le patron de Microsoft, qui va commencer à nous expliquer un peu partout que c'est software is magic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de valeur, aujourd'hui à l'époque, la création de valeur, c'est par le soft, les logiciels, donc tout ce qui est l'industrie lourde. Hop, tout ça, ça dégage en Asie, en Afrique, on n'en a plus besoin. L'Europe et les États-Unis, c'est les pays riches, c'est des pays à création de valeur intellectuelle, c'est des gens très intelligents et très brillants, et c'est le haut de la chaîne de valeur, le haut de la pyramide de Maslow et de la chaîne alimentaire, et tout le reste, bam, chez les pauvres. Grosse, très grosse erreur stratégique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le hard. Et qu'on a un énorme problème de désindustrialisation, et que notre enjeu aujourd'hui, c'est avec la Chine, et Taïwan, avec la question des semi-conducteurs, les véhicules électriques, bref. Donc, bref, on s'est vraiment planté dans les grandes largeurs, et donc, mais le temps, entre le moment où vous sortez d'une guerre, où vous essayez de construire un espace commun avec toutes les dissensions politiques, parce que ça s'est vraiment pas fait de façon si fluide que ça, plus vous avez toute cette doxa de la globalisation, des industrialisations. Puis après, le temps que vous réalisez le bazar, etc. Bon, il s'est passé 40 ans. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les États-Unis et la Chine, eux, n'avaient pas perdu le Nord. Donc, et eux ont toujours construit une stratégie de puissance ou une politique de puissance. Et donc, sur la question de la souveraineté, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à réguler? Pour une raison très simple, c'est que c'est le seul levier immédiat qu'on a à notre disposition pour pallier 40 ans d'absence totale de vision politique, c'est-à-dire de stratégie techno-industrielle, c'est clair. Donc, quand vous êtes à ce point dépendant des infrastructures informationnelles, civilisationnelles de votre allié, qui aujourd'hui pose un grand problème, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, au sein de mes frontières, je vais faire en sorte que tous ces acteurs-là qui sont extra-communautaires respectent mes règles. Comment vous faites respecter des règles? Par la loi. Et donc on s'est mis à sortir un paquet des paquets réglementaires, donc le RGPD, puis après le Digital Service Act, le Digital Market Act, le IAA, bref, plein d'actes par l'Union européenne, d'ailleurs sous l'égide de Thierry Breton qui s'est fait débarquer précisément pour ça d'ailleurs. Mais enfin, toujours est-il de dire, en fait, on va mettre ce que j'appelle moi une souveraineté normative ou défensive. Puisqu'on n'a toujours pas le levier proactif, industriel, et bien on va juste en fait faire quelque chose par défaut, mais dans l'urgence du problème, c'est-à-dire on va faire respecter nos règles, et la règle de droit européenne. Le problème, c'est que depuis Trump, donc depuis 2 mois maintenant, nos réglementations sont dans la balance. Elles sont dans la balance des négociations, du rapport de force en tout cas. Puisque, à partir de début janvier, vous allez avoir un certain nombre de géants technologiques, dont Mark Zuckerberg, plus que Elon Musk d'ailleurs, qui va dire, en fait, moi, l'Europe, ça ne va pas du tout, ils sont en train de freiner nos innovations, ils sont en train de freiner le marché, donc l'argent, par leur réglementation. Et donc moi, et ce qui est vrai d'ailleurs, Apple aussi, qui est beaucoup plus discret, mais ceux qui ont été les fers de lance de ce bazar-là, auprès de l'administration Trump, c'était Apple et Zuckerberg, et donc Meta, en disant, mais en fait, leur réglementation, les Européens, c'est ni fait ni à faire, c'est horrible, c'est affreux, c'est un frein à l'innovation américaine, c'est un frein à l'Amérique, en gros, et donc il faut absolument détruire ça, et casser ça. Et donc évidemment que Trump va reprendre le discours. Et aujourd'hui, donc, toutes les questions réglementaires sur les questions technologiques font partie des transactions. C'est-à-dire, en gros, c'est soit vous arrêtez d'appliquer vos lois, soit vous allez vous prendre quelque chose dans la figure, des tarifs, de la déstabilisation, anyway, peu importe. Leur panoplie, si vous voulez, d'instruments de la power politics américaine est très très large. Donc voilà pourquoi on n'y arrive pas. Ça, c'était la deuxième question. Et la première, c'était quoi? La question, c'est parce que ça représente comme danger clair et explicite pour la démocratie. Ah oui, c'était la démocratie. Cet avènement de superstructure. Oui. Doge. Alors, Doge, c'est quoi? C'est une espèce d'agence
à la tête de laquelle vous ne savez pas qui il y a. C'est pas Elon Musk qui est à la tête du Doge. Et c'est très intéressant parce que la gouvernance du Doge est extrêmement opaque. Mais le symbole de Doge, celui qui emporte la parole, etc., c'est Elon Musk. Et il y a un double agenda dans Doge. Le premier agenda officiel, c'est le démantèlement de l'État fédéral, mais tel que prévu, tel que promis. Hein. Il n'y a vraiment aucune, disons, trahison. Je ne sais pas pourquoi on prend ça comme une surprise. Hein. C'était dit, c'était assumé clairement depuis très longtemps. Et donc, ils ne font qu'appliquer leurs promesses électorales, les deux-là. Donc, c'est le démantèlement de l'État fédéral, partant du principe que, vous savez, à un moment donné, pendant son premier mandat, Donald Trump parlait du deep state, l'État profond, qui comploterait contre lui, etc. Donc, pour des questions déjà de simplification, d'efficience, forme de complotisme aussi, et puis surtout, il y a un agenda idéologique. Plus vous allez, si vous voulez, démanteler l'État fédéral perçu comme progressiste, le mot progressiste dans la bouche de Donald Trump et de Elon Musk est à comprendre comme communiste dans les années 50, d'accord ? C'est le même ressort de chasse aux sorcières qui est en train de se jouer. Bon, peu importe, et on s'en fout des définitions. D'ailleurs, ils ne les définissent jamais. Ce sont en fait des grands groupes dans lesquels vous pouvez mettre n'importe qui à n'importe quel moment pour le discréditer, le persécuter, etc. Il me semble que ce soit d'ailleurs prouvé. Il n'y a pas, c'est de l'arbitraire politique. Donc, partant du principe qu'ils estimaient que toutes ces agences-là étaient donc progressistes, on comprend ennemies, parce qu'ils reprennent les rhétoriques de l'ennemi, hein, et non pas de l'adversaire, elles sont donc à démanteler. Ça, c'est la première chose. Donc, Musk est chargé de faire ça. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est que lors d'une conférence de presse de Donald Trump, Musk va s'inviter, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image où il était avec son fils, donc vous avez Donald Trump dans le bureau ovale qui est assis, Musk debout, habillé tout en noir avec sa casquette, etc. Son fils qui était là. Mais surtout, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, vous aviez un CEO et le CTO. CEO, c'est le patron de la boîte. CTO, c'est son responsable technologique. Et c'est exactement la nouvelle répartition des tâches qui est en train de se passer à la tête de l'État américain, CTO, CEO. Et ce que a dit Musk, qui n'a pas été relevé, moi je trouvais qu'il était très important, dire mais en fait nous on peut faire plein d'erreurs, mais c'est pas grave parce que on fonctionne par erreur et ces erreurs, c'est pas grave, on corrige si jamais vous aviez un très grand scandale, on corrigera toujours. Mais surtout, il expliquait que tous ces gens qu'ils étaient en train de virer assez massivement, et de façon très arbitraire, mais surtout très brutale, du jour au lendemain, parce que le droit du travail n'est pas le même de toute façon, et que le droit n'est plus très opérant, mais c'était des lignes de code. Il avait dit ça, il a dit, moi je suis en train de gérer des lignes de code, des milliers de lignes de code. Donc vous n'êtes plus un humain, vous n'êtes plus un cas particulier, vous n'êtes pas une fonction dans la société, vous n'avez pas de statut, en fait vous devenez une ligne de code. C'est une déshumanisation totale et absolue. Quand vous déshumanisez l'humain, vous obtenez quoi à la fin des fins, pour ceux qui auraient lu Arendt? C'est l'autoroute vers des totalitarismes, ça. Quand je vous disais, quelle est la distance qu'il nous reste à parcourir pour passer de total à totalitaire, elle est très courte la distance, très très courte. C'était ça qu'il avait dit. Donc, il y a, sous la religion de l'efficience, cette espèce de nouvelle religion d'être efficient, d'ailleurs même pas efficace, efficient à tout prix. Donc, si vous mettez le combo efficience, agenda idéologique, anti-progressiste, anti-woke, anti-machin, en tout cas réactionnaire, souverainiste, suprémaciste, etc., bon, ça commence à devenir tout ça un peu, disons, gênant. Pourquoi est-ce que c'est une menace pour la démocratie? C'est pas vraiment la démocratie qui est menacée. Enfin, si. C'est la démocratie qui est menacée parce qu'ils ont très clairement un agenda antidémocratique. En tout cas, les idéologues de la Silicon Valley, et d'ailleurs c'est pas tellement Elon Musk, c'est plus un gars qui s'appelle Peter Thiel, mais qui est dans la bande, qui est un des idéologues, qui est derrière l'administration.
Et pas que lui, il y a aussi un autre mec qui s'appelle Curtis Yarvin. Bref, vous avez comme ça un groupuscule de gens qui clairement ont un agenda intellectuel, assez, qui peut être d'ailleurs assez fou, qui peut être assez déconstruit, assez incohérent par moments, mais qui est très clairement antidémocratique. Peter Thiel, c'est très intéressant, donc c'est le patron de un des fondateurs de Palantir, grand argentier de la Silicon Valley, d'extrême droite donc, enfin, pour vous le situer, c'est pas comme ça qu'on dit, mais enfin pour aller vite. Et qui avait écrit un article en 2009 qui disait qu'en fait, la démocratie était l'ennemi de la liberté. Pour une raison très simple, c'est qu'il percevait la démocratie, mais aussi par toutes les références intellectuelles qu'il avait, il percevait la démocratie comme étant la dictature de la moyenne, donc nous, les médiocres. Un frein à son génie, à leur génie, parce que ce sont des gens qui se pensent réellement géniaux. Et que tout ça, l'État, la bureaucratie, les lois, les règles, nos préoccupations, nos inquiétudes, peut-être, tout ça, ça freinait leur vision du monde, hyper technologique. Donc voilà, ça c'est un premier dilemme politique, une première équation politique posée sur la table, que personne n'a résolu, puisque je crois que je ne sais pas qui vous en a parlé, mais donc liberté ou démocratie. Vous comprenez bien que c'est très fallacieux, hein, que tout ça peut être très facilement déconstruit, mais c'est comme ça que eux l'envisagent et le posent dans leur vision. Donc ça, c'est pour la partie démocratique. Mais moi, ce qui m'embête, beaucoup plus que ça, c'est que c'est pas la démocratie qu'ils sont en train de déconstruire, c'est pire, c'est l'état de droit. Ce qui n'est pas exactement tout à fait la même chose. L'état de droit, c'est cette construction juridique que l'on a montée au fur et à mesure des siècles, des années, de nos réflexions. Nous, c'est démocratie libérale occidentale, c'est-à-dire pour moi, c'est Europe de l'Ouest, États-Unis, et plus quelques autres pays. Donc c'est pas un truc universel, hein. Il n'y a pas de dimension universelle dans mon propos, jamais. Mais en tout cas, dans cette partie-là du monde, nord-ouest, on va dire, du monde, c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est ça qu'on a construit, un état de droit, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs, c'est-à-dire une capacité à vous défendre, une capacité, un devoir à prouver l'accusation, les faits, la vérité en politique. C'est pas une question de vérité en politique, ça on pourrait discuter des années. C'est un débat sans fin et sans fond. Mais surtout, la question des faits. Les faits sont fondamentalement importants, pas pour des questions de désinformation, de je ne sais quoi. Si, oui, bien sûr, c'est surtout très important parce que c'est la base qui va vous permettre demain de vous défendre. S'il n'y a plus de faits, si on n'a que des systèmes prédictifs, vous vous rendez compte de la dystopie que ça peut devenir? Si demain je vous dis que tu as tué ton voisin et que les faits ne valent plus rien, tu te défends comment? Ce n'est plus que l'arbitraire. Voilà pourquoi c'est encore plus dangereux qu'une attaque à la démocratie. C'est une attaque au droit, donc à vos droits. On peut reprendre le fil d'Arendt, puisque si je me souviens bien, Arendt, elle dit que les trois piliers d'une démocratie, en tout cas une société démocratique, ça serait le journalisme, oui, la justice et la science. Et on voit, en l'occurrence aux États-Unis, que l'assaut est porté de manière massive, violente sur les trois piliers, oui, et notamment aidé par les hyperstructures technologiques. Alors avant de laisser la parole et des questions, si vous en avez dans le public, justement j'aimerais bien un peu ouvrir une fenêtre vers un peu une lueur d'espoir, parce qu'il y en a une dans votre ouvrage. Vous faites, après avoir fait ce constat et dessiné ce paysage, montrer ces mécanismes à l'œuvre et cette puissance à l'œuvre, et aussi je trouve ce qui est intéressant, un peu neutraliser les storytelling, parce que par exemple, quand vous parliez de Musk ou Peter Thiel, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'auto-glorifient, et que c'est un récit de soi, un récit de leur génialité, si je peux me permettre, qui fonctionne très bien. Que les médias achètent. Ouais, les médias achètent. Avec tout, Musk est génial, il voit des choses que nous ne voyons pas, laissons-le faire. Mais vous parlez justement d'une réappropriation, d'un réinvestissement citoyen, et vous parlez de la co-gouvernance. Alors voilà, est-ce que justement, mettre un peu de lumière dans ce paysage un peu ténébreux qui se dessine actuellement, quelle serait cette possibilité citoyenne de co-gouvernance, par exemple?
Alors, il y a une solution qui ne sera vraiment pas d'actualité en ce moment, parce qu'elle avait été discutée aux États-Unis il y a quelques années de ça, mais avec ce qui est en train de se profiler là comme pouvoir exécutif, ça ne sera vraiment pas le cas, mais je vous la soumets quand même. C'était l'idée de dire, rappelez-vous, ce sont des infrastructures publiques qui sont détenues par des entités privées. Le problème, c'est pas de mettre de la loi en aval toujours quand le problème a déjà eu lieu, parce que par définition, la loi s'applique quand le délit a eu lieu. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc plutôt que, enfin, ou en complément de la question, disons, légale, c'était de dire on a un problème avec le statut juridique de ces boîtes-là. Et aux États-Unis, existe un statut qui s'appelle Common Carrier, c'est-à-dire transporteur public, qui est donné à un certain nombre d'entités comme les chemins de fer à l'époque ou les fournisseurs d'électricité aux États-Unis, où l'État intervient et en tout cas a un regard beaucoup plus fort dans les stratégies et en amont dans la gouvernance même de ces entreprises-là. C'est un peu en Europe, ce serait une forme d'équivalent des partenariats publics-privés, si vous voulez. Bon, on comprend bien qu'aujourd'hui, avec l'administration, ça arrivera peut-être un jour, mais pas tout de suite, parce qu'avec l'administration actuelle, je crois que c'est absolument, évidemment, hors de question. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Si le droit est caduc, par des questions de rapport de force géopolitique, si le statut même de ces boîtes-là, on n'est pas prêt de le revoir, parce que l'hyper-pouvoir américain aujourd'hui ne le permettra pas. Il reste quoi? Il reste nous. Et nous, c'est pas rien. Nous, c'est pas rien parce que si vous regardez, il y a plusieurs choses. Mais ce sont des petites choses, mais des choses qui sont assez fondamentales en réalité. À la tête des États-Unis aujourd'hui, vous n'avez plus tellement d'hommes politiques. Vous n'avez plus que 2 hommes d'affaires. On est d'accord avec ça. Et la force du capitalisme, c'est qu'il se réinvente toujours. Mais c'est aussi sa faiblesse. Nous sommes aussi sa faiblesse. Nous sommes aussi son point faible. La puissance de Elon Musk, la puissance de Zuckerberg, la puissance de X et de Y, elle ne tient qu'au fait qu'on les utilise. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Et aux États-Unis, ils ont parfaitement commencé à le comprendre. Alors, comme le gouvernement est allé très très vite, l'administration est allée très très vite, la résistance a mis du temps à s'organiser parce que vous êtes un peu pris de court. Mais vous savez, les mouvements du type Tesla Takedown, etc., c'est-à-dire de dire, en fait, on ne va plus acheter les produits de ce gars. C'est un premier pas très timide, qui sera peut-être à voir dans le temps, mais qui est de dire, mais en fait, aujourd'hui, puisque leur puissance est financière, donc notre action doit être aussi. Si on se positionne, d'ailleurs, tout ce qui explique aussi probablement la panne des démocrates, la panne des partis du centre, parce qu'ils ont un discours qui est déphasé. Il est déphasé, le registre est déphasé. La société civile, elle, en revanche, aux États-Unis, donc tous ces groupes d'associations, de citoyens organisés, etc., commencent, eux, à comprendre que la réponse doit se faire au même niveau, c'est-à-dire sur le fric. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui aussi des réseaux sociaux alternatifs qui apparaissent. Alors, Blue Sky est le plus connu, mais vous avez aussi des petits groupes très locaux. Dans le Vermont, vous avez l'État du Vermont, vous avez des citoyens qui ont organisé un réseau social vraiment des voisins, des habitants vraiment de l'État. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et donc, tout d'un coup, la résistance, s'il devait y en avoir une, ou en tout cas l'alternative, s'il devait y en avoir une, ne se situera pas, à mon avis, sur le gigantisme, pas à échelle, pas d'égal à égal. Et c'est pas très grave, parce que c'est David et Goliath, cette histoire-là. Mais on a beaucoup de choses à faire à des échelles beaucoup plus immédiates, beaucoup plus locales, et même beaucoup plus intimes, d'une certaine façon. Et la dernière chose vraiment à avoir en tête, et qui n'est pas non plus peu, c'est de ne pas participer au bruit, à l'hystérie, au pseudo-effet de sidération dont on vous donne l'injonction du matin au soir. Soyez très très vigilants dans la façon dont vous vous informez et dont surtout vous ne participez pas à cette espèce de saturation cognitive. Parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'ils sont en train de mettre en place. Une espèce une annonce outrancière par jour, et donc vous êtes complètement sous l'eau, vous ne savez plus quoi faire, en plus de l'état de déprime générale, etc. Moi, je pense au contraire que vous devez... C'est à vous, en réalité, d'être maître de la façon dont vous vous informez. Et je vous donne un exemple très bête, mais moi, depuis, dans ma propre pratique
personnel à partir du mois de janvier de cette année. Donc, à partir du moment où Trump a eu son investiture, je n'ai vraiment plus du tout, ni participé ni regardé les médias. Aucun. Vraiment. Ni même regarder, c'est-à-dire que je me suis créé ma propre hygiène cognitive. Et de la même façon que le matin, vous vous réveillez, vous vous touchez, vous vous brossez les dents, et vous faites beau, belle pour sortir et vous présenter au monde, vous devez avoir la même attention pour la façon dont votre cerveau, votre esprit est alimenté. Et donc moi, ce que je fais, c'est que 2 fois par jour, je vais regarder le New York Times, parce qu'en fait, c'est là où ça se passe. Les médias aujourd'hui européens sont devenus des sources secondaires de l'information, elles sont trop loin des centres de pouvoir. Mais donc, il y a comme ça quelques médias que vous pouvez choisir à votre guise, que vous pouvez aller regarder proactivement, parce que vous avez besoin d'avoir l'information. Mais les notifications non-stop, où en fait on va vous abreuver, comme si vous étiez un puissant fond de l'outrance, c'est non. Et je ne vois pas au nom de coin vous auriez manqué quelque chose. Il n'y a strictement rien qui presse. Cette accélération, elle est artificiellement construite par eux. Et donc, c'est un acte aussi de résistance de dire non, je n'y participe pas. C'est moi qui décide le rythme de la façon et de la fréquence à laquelle je m'informe. Et vous verrez que ça change réellement votre rapport au monde, mais aussi à l'actualité, et donc à ces gens-là. Et vous verrez qu'ils ne sont pas si sidérants, en fait, que ça. Et c'est par cet effet de distance physique, de distance critique, qu'au fur et à mesure, on peut développer une vraie pensée politique. Mais j'en suis absolument convaincue. Parce que du coup, c'est intéressant parce que ça fait aussi écho, je trouve, aux récits de science-fiction qui sont des dystopies avec ces super structures, mais en fait, toujours ce qui fait défaillir, c'est un corps, un individu, une singularité, une maladresse. Et donc là, c'est très évocateur. Et donc là, pour faire écho à la rencontre avec Alain Damasio, Oui. il vous rejoint sur ce point et lui il parle clairement du corps comme inertie. Oui. C'est-à-dire le corps comme ce qui échappe désespérément pour le moment à la Silicon Valley, puisque le métaverse, par exemple, il y a ce projet de s'émanciper du corps, des affects. Et donc c'est aussi une ligne de fuite qui se dessine. Alors je vous propose, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir, n'hésitez pas. Essayez aussi de ne pas regarder les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, tout ça. Non, moi je suis pas du tout technophobe. J'ai moi-même mes réseaux, je m'y amuse beaucoup, mais dès l'instant que c'est sous contrôle, dès l'instant que vous avez conscience des techniques, un algorithme aussi par ailleurs, alors il peut être très biaisé, très manipulé, on le voit sur X, mais il s'éduque aussi. C'est-à-dire que votre algorithme va aussi vous pousser selon tout ce que vous avez regardé, aimé auparavant, par expérience. Donc, il y a une petite aussi marge de manœuvre là-dessus. Mais non, je ne recommande pas du tout d'être complètement hors du temps, hors de la société, etc. Ce sont des infras. À un moment donné, en France, il y avait un paquet de gens, de philosophes, qui se sont improvisés experts en IA et en réseaux sociaux. Je dis improvisés, pourquoi ? Bon, après, ils avaient un certain âge, donc il y avait un côté très réac, moi j'avais trouvé, que j'appréciais pas du tout. Et on vous expliquait à longueur de plateau et d'émissions radio que c'était la servitude volontaire. Alors, à se demander d'ailleurs s'ils avaient vraiment lu La Bohétie Rome. Et c'était la servitude volontaire, c'est parce que vous y allez, parce que vous êtes débile, vous êtes des idiots. Non, c'est d'avoir pas compris que tout ça est un système avec des infrastructures et que si vous n'en êtes plus, vous êtes hors de la société. En fait, l'alternative, c'est David Thoreau, de vous arrêtez tout, vous allez vivre dans la forêt, ou sinon vous continuez à être socialisé, donc vous en avez besoin. Donc moi, je ne suis pas du tout de cette école de dire... de culpabiliser les gens, c'est-à-dire la culpabilité n'est pas la responsabilité. Vous n'êtes pas coupable. En revanche, vous êtes responsable de ce que vous en faites. C'est plutôt ça la ligne de crête. Et la responsabilité, c'est la curiosité, c'est-à-dire d'avoir conscience de tout ce qu'on vient de se dire là, puis après, de les utiliser en conscience, c'est-à-dire où vous gardez le pouvoir sur vos usages. Moi, j'utilise Instagram, j'utilise LinkedIn, je n'utilise plus Twitter, pas pour des raisons de c'est un méchant, je sais pas quoi, mais parce qu'en fait, c'est devenu infect. C'est-à-dire que vous n'avez plus que des trolls d'extrême droite qui vous pourrissent à longueur de journée.
et passer ma vie à lire que des insultes sur mon nom, mes origines ou mon genre, c'est un peu fatigant et c'est un peu usant. Donc c'est devenu, moi je trouve, un espace irrespirable. Mais les autres réseaux sociaux, je les utilise, mais tant que vous avez le contrôle. Dès l'instant que vous avez l'impression d'en perdre le contrôle, bah, vous vous retirez et vous revenez au réel. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai commencé à le... C'est pas dans ce livre-là, mais et c'est en fait on a deux vies à gérer. On n'a plus une seule existence. On en a bien deux, une réelle et une virtuelle. Et les deux demandent le même niveau d'attention en réalité. Et donc c'est énorme parce que nous, biologiquement, on a été construits pour déjà gérer une seule vie et déjà on galère avec une vie. Alors deux, je vous raconte pas le truc que c'est. Mais c'est bien deux canaux d'existence que l'on doit gérer. Et c'est pas l'un plutôt que l'autre. Mais il y a quelque chose chacun doit trouver ses règles, ses propres règles, je crois. Est-ce qu'on, pour moi, c'est une responsabilité qui doit être assumée par l'école. Je m'explique. Nous ne pouvons pas déléguer à la presse, à la télévision, au bien vouloir d'experts, à refaire toute une éducation. L'éducation doit partir du bas. Le Ibris et métro. La démesure et la mesure. C'est toute la clé de notre stratégie qui doit prendre pied. Moi, je pense que nous devons commencer à donner une classification permanente à tout ce qui arrive et des définitions lexicales qui sont très importantes. Parce qu'aujourd'hui, on dit tout et n'importe quoi et une parole assume un sens ou un autre sens. Donc, c'est très important que l'école, parce que c'est là que nous avons un public qui vient pour nous écouter, pour apprendre. Et c'est à partir de là que nous devons repartir et recommencer. Bah, je suis parfaitement d'accord. Il y a l'école en première intention, et après, quand on est beaucoup plus grand et beaucoup plus adulte et en responsabilité, il y a quand même la question industrielle. Moi, j'y tiens beaucoup. Elle n'est pas sexy, mais moi, j'y tiens énormément. Sans ça, on est mort. Sans ça, l'Europe est terminale, pour être très franche. Et donc là, l'école, elle servira finalement pas grand-chose si on devient définitivement et pour toujours l'annexe américaine. Donc, absolument, bien sûr, évidemment, oui, 1000 fois oui. Et vous avez dit quelque chose de très important, parce qu'on commence à le voir là depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que oui, les mots doivent avoir une définition extrêmement claire. Et ce qu'ils sont en train de faire, par exemple avec la question de la liberté d'expression, etc., c'est de changer des définitions. Il y a des inversions de sens, de mots, qui sont très, très, très intéressantes, très fascinantes pour le coup. Quand ils disent que la liberté d'expression est maximale, mais qu'en fait ce n'est que la leur, quand ils disent que la modération est équivalente de la censure, moi ça me rappelle beaucoup Orwell. Donc il faut faire très attention, et vous avez absolument raison. Il ne faut jamais douter du sens et de la définition des mots, sinon on est mort. C'est le langage qui façonne votre rapport au monde, votre capacité à dire. Si on ne sait plus dire ce qui nous arrive, c'est terminé. Et ils sont en train de jouer là-dessus, eux en ont conscience. Nous, un peu moins, je crois, je trouve. Hein. Vous avez fait ce parallèle entre l'état de droit et la démocratie, en disant que l'état de droit est en danger, l'état de droit et la démocratie sont en danger face à ces puissances technologiques qui veulent prôner une certaine libéralité. J'aimerais savoir, est-ce que l'état de droit n'a pas déjà pris un coup, notamment avec ce que vous avez dit, ces normes qui sont justement en train d'être repoussées pour prôner une certaine libéralité, on va dire, économique. Et ma deuxième question, c'est sur le cyberharcèlement. J'aimerais savoir, aujourd'hui, concrètement, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en avant pour lutter contre ce fléau-là? Parce qu'on voit que de plus en plus, le cyberharcèlement prône certaines places. Plus, on va dire, la technologie et ses composants avancent, plus le cyberharcèlement devient quelque chose de plus inquiétant. Je prends un exemple. Aujourd'hui, avec la photo d'une personne, on peut prendre cette personne et puis
faire une vidéo sur cette personne en train de dire des choses avec l'IA notamment. Donc je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, voilà. On vous laisse répondre, je vais faire écho parce que ça rapproche avec la question du langage. Et c'est vrai que en tant qu'enseignant, je suis frappé à quel point on a sous-estimé la violence possible